Je passe tout de suite la parole sur la table ronde numéro 3. Quels outils pour la décarbonation du mix énergétique, diversifier les sources d'énergie? Il va falloir, on va démarrer par l'intervention de Philippe Edom sur la géothermie. Nous revenons à la géothermie. Merci à vous. Merci, monsieur le ministre. Je vais aller vite parce qu'il me reste 10 minutes de présence sur le site. Donc, je vais faire donc une présentation globale de ce qui se passe. Il faut toujours manger le micro. Et je demande, pendant que vous vous échauffez, à Laurent Flumio, directeur de la filiale Caraïbes d'Amarenco et représentant du syndicat des énergies renouvelables, de nous rejoindre, ainsi qu'à Nicolas de Fontenay, directeur régional d'Albioma, qui nous parlera de bioénergie. Merci. Allez-y. Voilà, donc je ferai cette présentation avec monsieur... Oui, monsieur Eldom, mangez le micro et allez-y. Je ferai cette présentation avec monsieur Hira, qui est d'Ormat. Voilà. Je vais faire un point général sur ce qui se passe sur le territoire, donc en matière de géothermie. Et après, donc, vous pourrez donc, poser donc, des questions sur cette thématique. Ouais, mais j'ai un peu de mal donc, à le manger. Je pense qu'il est un peu gros. Très bien, donc on va prendre le plan. Donc on va faire une intervention en 4 points. On va faire un point sur les petites miniers qui se passent donc, en Guadeloupe, donc au niveau de la géothermie. On fera un focus sur l'écossession minière bouillante, un focus sur le permis dit de vieux habitants, et enfin le permis dit de sud soufrière. Si on passe sur la carte, on voit qu'en Guadeloupe il y a 3 titres miniers. Ils sont essentiellement sur la côte sur le Levant et le sud de la Basse-Terre. Pourquoi? Parce qu'on suit une faille qui passe dans la mer des Caraïbes et qui remonte de Montserrat jusqu'à en Guilla. Le premier titre, il s'agit de la concession de Bouillante. Elle est exclusivement sur le territoire de la commune de cette ville pour une superficie de 24 mètres carrés. On a ce titre a été délivré en 2009. On va revenir sur ce titre par la suite. Ensuite, on a un titre qui est connexe, proche de la concession de Bouillante, qu'on appelle un permis dit de vieux habitants. À l'origine, c'est le BRGM qui avait fait des recherches sur cette commune, mais le permis couvre d'autres communes. Ce titre va être renouvelé sous peu. Ensuite, on a un titre qui est en cours de développement, qui sera attribué aussi sous peu. Il s'agit du titre qu'on appelle Sud Soufrière. Il est porté par Albioma. C'est autour de la commune de Gourbéa. On va changer de slide, s'il te plaît. S'agissant de Bouillante, c'est une concession minière de 50 ans, délivrée par un décret de 2009. Plusieurs autorisations de travaux sont sur ce site. Il y en a environ une quinzaine, mais la principale, c'est l'AP de 2012. Sur ce site, on a 2 turbines, une de 11,5 MW, une de 3,8. C'est un site qui produit autour de 100 gigawattheures par an, avec un flux géothermal y compris en 250 degrés et 255 degrés, avec une forte en talpie. Aujourd'hui, on a 5 forages qui sont en exploitation, BO2, BO4, BO5, BO6, BO7. On a des forages d'observation, des forages de production et des forages de réinjection. Monsieur Hira va faire le point sur ce qui se passe actuellement. On va passer la slide. Je vais te laisser commenter. Bonjour à tous. Actuellement, nous venons de terminer le 3e forage il y a une dizaine de jours. Ça a débuté l'an dernier, en juin l'an dernier. 3 forages prévus, c'est fait. Sur les 3 forages, il y a eu 2 en réinjection
Et le premier qui a été fait, BO12, c'est pour en exploitation. Merci. Donc on va revenir sur ça. Donc sur cette figure, ce que je voulais montrer, c'est qu'aujourd'hui la centrale est dans le cœur de ville de donc, Bouillante. C'est une situation qui n'est pas simple parce que ça nous cause des soucis. Au niveau de la droite, on a la turbine B2. Au niveau de la gauche, c'est donc B1. Et on a le poste source qui est proche du stade. Le slide, s'il te plaît. Ici, on voit que le site est composé en gros de 3 grosses parties. On a les pompes d'eau de mer sur la partie gauche qui vont servir à refroidir le fluide dans ce bassin. Sur la partie de droite, on a le site actuellement de la centrale. On a une canalisation de fluide diphasique entre le site de la centrale et le site qu'on dit de plateau où se situent les forages. Ce qu'il y a en gris, c'est le plan de BO12 et surtout c'est l'emplacement de la nouvelle turbine B1 bis. Donc on va passer. Donc monsieur Hira a parlé des 3 nouveaux forages, BO8, BO9, donc BO12. Nous avons autorisé Bouillante à faire 5 forages, BO8, BO9, BO10, BO11, donc qui est BO12. Ils ont eu énormément de chance, on ne peut pas appeler ça de la chance, mais de la technicité. Les 3 forages ont pu donner rapidement. Ils n'ont pas eu besoin de faire les forages BO10, donc BO10, donc BO11. Monsieur Hira va revenir sur le coût de ces forages par la suite. On va passer maintenant sur l'aspect global. Une fois que ces forages seront mis en exploitation, on aura 3 turbines sur Bouillante, B1, B2 et B1 bis. On va passer de 15 MW à 26. On aura une production de fil autour de 1000 tonnes heure. Par contre, on aura plus de réinjection afin de maintenir la pression et d'avoir une gestion durable de ce réservoir. Maintenant, on va passer au permis de vieux habitants. Ce permis qui a été délivré par arrêté en mai 2016, suite à une longue instruction, tant au niveau local, au niveau de la préfecture, qu'au niveau national, au niveau de la DGEC. Le permis, on le donne pour une durée de 5 ans. Il concerne les communes de Baïf, de Basse-Terre, de Gourbert, de Saint-Claude et de vieux habitants. Superficie de 120 km. Le montant des travaux qui étaient prévus initialement tournait autour de 16 millions d'euros. Aujourd'hui, le porteur de ce permis, c'est la société GDG, Géothermie de Guadeloupe, qui est associée avec la société Storengy. Les études qu'ils ont menées au cours de ces 5 ans montrent qu'il y a un potentiel géothermique autour de la section de Matouba, non loin de la soufrière. Et pour qualifier la ressource, ils seront obligés de faire des forages afin de qualifier que le réservoir peut fonctionner, donner de la production. Donc, pour ce faire, ils sont en phase de renouvellement de ce permis. Le 17 avril 2023, le Conseil général des mines a donné un avis favorable pour le renouvellement de ce permis. Et un acteur majeur local va entrer dans l'actionnariat de cette société afin de développer cette ressource. Donc s'ils souhaitent prendre la parole, ils peuvent prendre la parole. Quand on renouvelle ce PER, on va forcément diminuer la surface. Hein. Voilà. Maintenant, on va prendre le permis dit de Sud Karuquera. Non, Sud Soufrière. Bref, je ne me rappelle plus. C'est un permis porté par Albioma, dont le DG est sur cette table. Il couvre les communes. Non, ça c'est. Voilà. C'est vos habitants, ouais. Donc si tu peux passer. Vas-y, passe. Oui, donc ça c'est le nouveau permis. On diminue la surface. On passe d'une surface de 120 mètres carrés à 62. On exclut la mer. Et la centrale qu'on attend, c'est une centrale qui aura une puissance comprise entre 20 et 30 MW.
Maintenant, on va passer au permis sud, donc Soufrière, voilà. Les noms donc se ressemblent, hein, sud, Caracara, Soufrière. C'est un permis qui va être centré autour de la ville de Gourbéar. La zone donc recherchée sera surtout la zone de Moscou. Le permis actuellement il a subi donc les phases destruction donc au niveau local et au niveau donc national. Si tu peux passer la selle, voilà. Donc c'est un permis qui sera sur une durée de 5 ans, superficie de 72 km. Il va porter sur les villes de Gourbéar, Vieux-Fort, Saint-Claude, Trois-Rivières et Capesterre, donc Bello, mais surtout autour de la zone de Gourbéar, la section Moscou. Le montant de ces travaux seront à peu près de 500 euros. Et si jamais ils trouvent des choses, ils vont devoir faire des forages. Les forages ne se font pas comme ça. Il y aura une instruction, il y aura une autorisation qui sera donnée par le préfet suite à une enquête publique et un certain nombre de dossiers. On estime que chaque forage est compris entre environ autour de 10 millions d'euros. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur la géothermie en Guadeloupe, c'est un potentiel compris entre 50 MW et 120 MW. C'est un développement stratégique pour le sud que Basse-Terre, parce qu'il n'y a pas de production à Basse-Terre, sauf la centrale de Bouillante et la centrale éolienne de Val-Lorem, et quelques centrales en hydro au fil de l'eau, et quelques centrales PV, mais qui sont marginales. C'est une énergie qui est renouvelable, pilotable, qui est locale, et vecteur de développement économique pour l'île. Bernard, est-ce que tu peux faire un point sur les travaux actuels sur la centrale et B1 bis? Donc j'ai parlé des 3 forages qui sont terminés. Donc on a déjà raccordé le BO12, c'est celui qui sera en exploitation, qui servira aussi une partie de la vapeur et de l'eau chaude, bien sûr, pour la nouvelle centrale, le B1 bis. Alors le B1 bis, c'est un nouveau process. Ça sera, contrairement aux 2 turbines qu'on a actuellement, on utilise de la vapeur. Ça va être un échangeur de chaleur. Donc on va très peu utiliser de la vapeur. Donc au niveau réservoir, on va économiser entre guillemets le réservoir, mais on va utiliser plus de l'eau chaude. Et en plus de ça, donc les 2 forages supplémentaires nous permettront justement de réinjecter. Au jour d'aujourd'hui, on réinjecte aux alentours de 10% de l'eau séparée. Donc le but, ce serait de monter aux alentours de 60%. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est à peu près 100 tonnes heure d'eau séparée. Et d'ici quelques temps, ce serait à peu près 4 fois plus. 4 fois plus, voilà. Avant de passer la parole à, je pense, Nicolas Fontenay, puis ensuite Laurent Flumiot, peut-être un instant sur la redéfinition du périmètre, le deuxième périmètre. Oui. Qu'est-ce qui a motivé sa réduction? Sa réduction, c'est du fait que le porteur de ce permis a fait des recherches sur l'ensemble de la zone. Ces recherches aujourd'hui, comme montré, c'est dans une zone spécifique qu'il a des indices de présence d'une ressource. Et le code minier qui est ainsi fait, on laisse cette personne pendant 5 ans faire ses recherches sur tout l'ensemble du périmètre, mais après on est obligé de réduire pour permettre à d'autres porteurs, s'ils le souhaitent, d'aller faire ces recherches sur la zone. Parce qu'il n'est pas question de bloquer des capacités, c'est le porteur n'a pas les capacités techniques et financières et pour faire ces recherches. Ok. Alors, oulala, petit sujet de son. Donc je passe maintenant. Merci beaucoup. Je sais que vous avez une contrainte par ailleurs. Merci beaucoup pour vos multiples contributions à ce séminaire et merci à vous, monsieur, aussi. Je passe la parole à Nicolas de Fontenay, qui est directeur régional d'Albioma. On vient de parler de vous sur la géothermie. Et vous avez aussi évidemment des enjeux en bioénergie. Donc vous pouvez combiner tout cela, à vous, oui, dans un délai contraint. Je vais être très contraint. Alors, oui. Merci, monsieur le ministre. Bonjour à tous.
Je fais juste le lien avec la géothermie pour dire, en effet, il y a un potentiel intéressant sur la Guadeloupe, et pas que sur la Guadeloupe, sur tout l'arc antillais, hein, il y a en Martinique, et puis dans les îles du Nord aussi. Mais je veux faire remarquer quand même que le développement d'un projet géothermique, c'est quand même 8 à 10 ans. Hein. Donc je reviens en effet après à certaines remarques qui avaient été faites en début de séance. Aujourd'hui, vous faites face finalement à 4 codes. Hein. Vous avez le code de l'urbanisme, le code de l'énergie, le code de l'environnement. Donc vous avez tout un tas de codes et vous connaissez l'administration et les délais qu'il faut. Et donc aujourd'hui, quand tout va bien, c'est entre 8 et 10 ans. Donc tout le potentiel qu'on vient de vous montrer aujourd'hui, c'est une échelle de temps qui est importante et qui marche. C'est aussi pour cela que nous plaidons, on l'a fait récemment auprès de la Creux, pour une durée d'exercice des PPE, en particulier outre-mer, qui soit prolongée, parce qu'on est dans des environnements, c'est compliqué partout, mais on est tout de même dans des environnements, toutes choses égales d'ailleurs, un peu plus compliqués, et donc un jeu des PPE, parce que j'ai été un peu surpris par la manière dont alors notre ami de l'ADL a dû se sauver, mais l'exercice de la PPE sur 10 ans, en vérité, c'est 5 ans plus 5 ans, c'est pas 10 ans d'un coup. Et donc, un des enjeux serait que la première période de 5 ans, enfin, sous votre contrôle, que la première période de 5 ans puisse jouer, qu'elle puisse être plus longue, en vérité. Et ça fait partie des échanges qu'on a eus avec la Creux. Et je pense, dans le projet de loi à venir, c'est un sujet à porter. Pardon. Oui, c'est ça, c'est 2023-2028, 2028-2033, enfin bon, voilà, 10 ans aujourd'hui. Et c'est l'échelle de temps, en effet, c'est ce qui a été inscrit dans la proposition de PPE en termes mégawatts en géothermie. Mais donc ça arrivera, si on arrive à aboutir sur ces projets-là, l'échelle de temps, c'est ça, c'est 2033, si tout va bien. Donc voilà, il faut bien reprendre ça. Bon, rapidement, je vais vous prendre Albioma est un producteur d'énergie spécialisé et présent depuis plus de 30 ans dans les DOM et depuis 1998 en Guadeloupe. On accompagne les territoires et notamment aujourd'hui dans leur transition au travers de plusieurs types d'exploitation, notamment la biomasse évidemment, le photovoltaïque, hein, parce qu'on est le premier acteur photovoltaïque dans les DOM aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne communique pas tellement là-dessus. Sur la géothermie, on a 37 MW aussi en géothermie, alors pas dans les DOM, mais sur le continent européen. Et puis, on a 2 projets aussi qui sont ici présents en Guadeloupe, qui sont les CSR et puis l'hydrogène. Hein, puisque évidemment, comme on l'a beaucoup évoqué, on importe une partie de notre combustible. Et donc, on a des camions et on souhaite évidemment décarboner notre transport. Et on développe un projet qui est en cours de production d'hydrogène à partir de photovoltaïque. Hein. Donc, on a un parc de 4 MW sur lequel on est en train de monter pour justement produire cet hydrogène et décarboner nos transports. Aujourd'hui, cette centrale de 98, et M. Clavry l'a rappelé, elle avait été faite à la demande du gestionnaire de réseau pour spatialiser aussi un peu la production sur le territoire, et puis aussi pour venir en soutien à la filière sucre-canne, hein, puisqu'à l'époque, en 98, il ne restait plus qu'une seule sucrerie sur le territoire, c'est la sucrerie de Gardel. Et donc, pour justement soutenir cette filière, il a été décidé de mettre en place une centrale de production en cogénération. Hein, donc on produit de l'électricité et puis de la chaleur pendant la campagne sucrière. Et le modèle économique était, on envoie la vapeur et l'électricité à la centrale de Gardel. Gardel nous renvoie toute sa biomasse. Et en même temps, on produit de l'électricité sur le réseau, ce qui n'était pas fait avant. Et donc aujourd'hui, évidemment, comme le rappelait Christophe Avognon tout à l'heure, ce sont des énergies de base. Hein, et aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Et donc, évidemment, le but aujourd'hui, c'est de les convertir avec changer le type de combustible, hein, changer le charbon et le fioul importé, avec de la biomasse liquide et de la biomasse solide, en espérant, en effet, et tout le monde travaille là-dessus, pour aller vers l'autonomie, puisque c'est la loi de 2015 hein, qui prévoit qu'en 2030, on soit autonome. Alors, comme le disent même au niveau des ministères, hein, ce sont avec des enjeux, puisqu'on disait 2020, 50% d'énergie renouvelable dans le mixte, et puis 2030, autonomie.
Et on voit que ça va être compliqué d'y arriver, mais ça a permis de créer une dynamique. Hein. Ce que disait le directeur de la DGEC, ce sont des lois aspirationnelles qui permettent de créer cette dynamique sur les territoires. Et on le voit d'ailleurs parce qu'en effet, les PPE sont assez actives et dans certains domaines, on a dépassé largement en effet ce qui était prévu. On va revenir un peu moins sur les CSR, je reviens parce que c'est un sujet très actuel. En gros, en Guadeloupe, vous avez à peu près 300 000 tonnes de déchets et on va arriver assez rapidement en saturation, parce que la partie, c'est saturation de l'enfouissement de ces déchets. Et à partir de ces déchets, on peut faire à peu près 65 000 tonnes de combustible solide de récupération. Donc c'est valoriser cette partie des déchets pour en faire un combustible endogène qui vient en substitution justement de combustible importé. Il n'y a pas d'augmentation de puissance, hein. Ça vient sur une installation qui est déjà existante et ça va permettre justement d'avoir, on est sur de l'économie circulaire, hein, des circuits courts. Alors ce n'est pas de l'ENR 100%, hein, puisque en effet dans le combustible solide de récupération vous avez des éléments plastiques, etc. Mais ça permet d'éviter l'enfouissement ou de renvoyer en effet tous ces déchets vers d'autres endroits. Et donc ça se fait au travers de 2 syndicats qui sont le CIVAD et Sinoval. Hein. Donc CIVAD qui va traiter l'ensemble des ordures ménagères de Nord et Sud Basse-Terre, CCMG, CAPEX pour fabriquer à peu près 50 000 tonnes de CSR. Et puis Sinoval qui sont Nord et Sud Grande Terre et qui vont traiter en effet l'ensemble des ordures ménagères pour produire à peu près 15 à 20 000 tonnes de CSR. Donc ça c'est un projet qui devrait sortir, on espère 2027, hein, en production en 2027, et comme le rappelait un de vos intervenants sur la taxe, hein, la TGAP sur les ordures, qui va augmenter de façon assez sensible en 2026. Et donc on demande une dérogation aujourd'hui à l'État, et l'État est OK pour déroger à cette augmentation à partir du moment où il y a un projet qui tient la route, qui est financé et qui est suivi, et c'est le cas aujourd'hui. Sur le PER, je ne vais pas revenir. Sur le photovoltaïque, on le voit aujourd'hui, la loi de transition, elle a commencé en 2015 et aujourd'hui, on représente à peu près, en Guadeloupe, on est 7% de la production qui est faite à partir de photovoltaïque. Donc on voit que c'est compliqué. On est sur un terrain où le foncier est disponible et limité, etc. Mais comme le disaient d'ailleurs certains, il y a en effet des solutions comme notamment les ombrières. On a quand même beaucoup de parkings et les ombrières, on le voit d'ailleurs par exemple à l'aéroport. Hein, il y a des ombrières qui sont en train de se mettre en service. Il y en a de plus en plus qui se mettent en service, notamment sur les centres commerciaux, etc. Et donc je pense qu'il faut accélérer et développer ça. Et puis, en effet, les grosses centrales photovoltaïques, c'est toujours la problématique du conflit d'usage, hein, avec l'autonomie alimentaire que l'on souhaite dans l'agriculture. Mais il y a aussi cette possibilité de faire de l'agrivoltaïsme, hein, et de combiner les deux, de combiner en effet une agriculture avec un projet photovoltaïque. Et mon collègue est néanmoins concurrent à côté de moi. Développera ça au niveau du CER. Je voulais dire aussi, c'est que les contraintes qu'on a, c'est que, par exemple, vous savez, pour développer des projets photovoltaïques, on dépend de ce qu'on appelle des appels d'offres de la CRE, de la Commission de régulation de l'énergie. Alors, il y a des petits projets qui se font de gré à gré, hein, c'est des 100 kilos, mais les projets un peu structurants, c'est forcément là au creux. Le dernier appel d'offres creux important, il date de décembre 2020. Donc, il y en a eu un récemment, là, mais qui était un peu une sorte de rattrapage. Et donc, vous voyez qu'on a un gros manque de visibilité là-dessus. Et on est un peu pénalisé par rapport à la métropole, où il y a des appels d'offres beaucoup plus fréquents. Et on attend aussi avec impatience, parce qu'on nous le promet depuis maintenant de nombreuses années, hein, les 500 kilowatts. Ouais, au moins 2 ans maintenant, les 500 kilowatts. Je ne comprends pas, toujours difficile, je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à obtenir ce gré à gré là-dessus, cette autorisation, cette obligation d'achat. Enfin, on espère, on nous l'a promis cette année, donc on va bien voir. Aujourd'hui,
en Guadeloupe, alors tous les territoires ne sont pas exactement servis pareil. Hein. Si je prends, j'intervenais d'ailleurs il n'y a pas longtemps en Guyane avec vous, et en Guyane, ils sont à presque à 75% d'énergie renouvelable, mais il y a 60% qui sont faits par de l'hydro. Mais ils n'ont pas de géothermie. Mais bon, on n'est pas dans les mêmes proportions, etc. Donc, il faut essayer de faire avec. Mais aujourd'hui, si on additionne le PV, l'éolien, la géothermie, la biomasse locale et l'hydraulique, on doit à peu près à 25%. Hein. Donc 25% de la production énergie en Guadeloupe est faite avec de l'énergie locale, quoi. Donc l'autonomie, c'est 100%. Hein. Donc il reste des big steps, hein. Mais on est quand même à 25%, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal pour un territoire où il n'y a pas de grosses installations hydrauliques, etc. Et donc, finalement, il faut vraiment qu'on continue à lever un peu tous ces freins, qu'ils soient des freins de temps d'instruction, les freins, en effet, sur l'agrivoltaïsme, sur les appels d'offres creux, etc. Et je pense qu'on y arrivera. Mais bon, voilà, comme je dis, ça reste aspirationnel. Et on travaille tous ensemble sur ce sujet-là. Voilà, je vais pas reprendre un peu aussi un thème qui m'est cher, parce qu'évidemment c'était la transition sociale et puis la transition fiscale, et là je reprends un peu ma casquette de chef d'entreprise. Forcément, évidemment, il y aura une transition fiscale, et donc puisque une grosse partie, on l'a déjà souligné, une grosse partie des revenus proviennent notamment de la TIPP pour les territoires, etc. Et il faut absolument à ce moment-là que le monde socio-économique soit associé à cette transition fiscale pour savoir en effet dans quel domaine et à quelle hauteur ça impactera l'économie de demain. Merci. Merci beaucoup. Sans délai, Laurent Fulmio, directeur de la filiale Caraïbes d'Amarenco et représentant du syndicat des énergies renouvelables pour 4 minutes et demie. Merci, Monsieur le Ministre. Je vois que les enjeux sont forts. Je vais être très synthétique. Merci à tous. Je crois que beaucoup de choses ont été dites déjà depuis ce matin. Donc, et la présentation des chiffres permet aussi à chacun de reprendre le contexte des énergies. Le photovoltaïque, aujourd'hui, tout le monde le sait, on produit de l'énergie, c'est globalement décarboné. Un des gros avantages, et Nicolas l'évoquait à l'instant, c'est qu'avec le photovoltaïque, on va pouvoir faire beaucoup d'autres choses. Et ça, on va l'évoquer juste après. Très rapidement, parce que justement, c'est ce que je disais, les chiffres ont déjà été présentés. Ce qu'on peut identifier, voilà, hop, celle-là ou l'autre, c'est pareil. Non, pas celle-là. Ouais, c'est mieux. Ce qu'on peut voir et ce qu'on entend depuis ce matin, c'est que l'ensemble des producteurs, l'ensemble des acteurs de la filière sont prêts, sont au rendez-vous. On le voit dans les progressions des chiffres, on le voit dans le nombre de projets, et je pense notamment à tous les services instructeurs qui voient passer nos projets. Clairement, les projets sont là, la puissance disponible, elle est là. Ce qui va nous manquer, c'est tout simplement de pouvoir avoir des cadres réglementaires pour établir ces projets-là. Mon confrère en parlait tout à l'heure, les appels d'offres de la Creux, qui est le dernier cahier des charges daté de 2019, ne sont plus du tout adaptés à nos projets, aussi bien dans le volume et dans la fréquence. Dans la fréquence, aujourd'hui, il n'y en a pas assez, et ça, il faut qu'il y en ait beaucoup plus. Les autorisations administratives, il y a des choses qui se mettent en place. La plupart des services de l'État, que je remercie, je ne sais pas s'ils sont encore avec nous, font un travail formidable, notamment pour accompagner les porteurs de projets. Tout ça pour dire, et je me répète un petit peu, les projets sont là, que ce soit sur le photovoltaïque, l'éolien, mais bien entendu les autres énergies. Les projets sont là pour continuer cette décarbonation et continuer d'enrichir ce mix énergétique avec une énergie qui est à chaque fois, pour celle que j'évoque, le photovoltaïque et l'éolien, des énergies qui sont locales. Bien entendu, on en parlera aussi, la géothermie fait aussi partie de ça, mais ça a été évoqué à l'instant. Je voudrais juste revenir pour compléter sur les autres avantages du photovoltaïque. Tout le monde connaît le principe des panneaux solaires. Les panneaux solaires s'installent la plupart du temps sur des toitures des bâtiments existants, donc limite les conflits d'usage. Ce qu'on sait moins avec le photovoltaïque, c'est qu'aujourd'hui, il peut créer beaucoup d'autres choses. Ça ne vous aura pas échappé, le climat change, la météo évolue. On a des épisodes de sécheresse de plus en plus forts, des épisodes pluvieux, eux aussi, de plus en plus fréquents et plus forts. Et on le voit de plus en plus lorsqu'on combine la production agricole, qu'elle soit animale ou végétale, avec des systèmes photovoltaïques, on retrouve des synergies qui font des relations gagnant-gagnant sans conflit d'usage.
Et sur nos territoires où on parle beaucoup d'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire est probablement la chose juste à côté à regarder avec un œil très attentif également. Lorsque j'évoque sur cette slide, merci, les nouvelles opportunités pour le photovoltaïque, on l'a évoqué aussi, les ombrières de parking. Alors là, pour le coup, il ne s'agira pas de production agricole, mais tout simplement de services rendus, d'amélioration, de confort, et ça pour l'ensemble des citoyens d'un territoire. Ensuite, concernant les cadres réglementaires, donc on l'a évoqué, on attend tous un nouveau cahier des charges qui permettra justement de faire rentrer ces nouvelles solutions, que ce soit sur les solutions d'ombrières de parking. Il faut savoir qu'aujourd'hui, elles sont mises un peu dans le même panier que les autres familles de projets photovoltaïques, mais également l'agri-PV, qui bien entendu répond à des enjeux notamment d'adaptation, vu qu'on est en territoire agricole, qui sont nettement différentes qu'une ombrière de parking ou qu'une centrale solaire sur le toit d'un bâtiment industriel. Ensuite, et mon confrère l'évoquait aussi, le fameux guichet qui nous permettra de développer plus rapidement des projets de taille significative, en l'occurrence l'arrêté tarifaire pour les projets de 500 kg. Et enfin, et probablement un des vecteurs les plus importants, et ça a été évoqué longtemps sur tout l'aspect smart grid, c'est comment utiliser au mieux le photovoltaïque et l'éolien, par nature intermittent, au sein même de ce mix énergétique, de manière à ce qu'il n'y ait pas de conflit entre les autres énergies, mais tout s'étend dans l'idée de continuer à cette décarbonation du mix énergétique et de rendre encore plus notre production d'énergie endogène. Monsieur le ministre, j'ai essayé d'être très synthétique. Merci. Vous avez la médaille du séminaire. Laurent Renouf, peut-être sur l'arrêté tarifaire, je vous passe la parole rapidement sur les 500. J'aimerais bien. Non, on a vu la présidente de la CRE la semaine dernière qui nous a indiqué que toutes les collectivités territoriales ultramarines qui avaient été saisies pour avis ont bien rendu leur avis sur cet arrêté tarifaire. Donc ça, c'était le premier élément d'interrogation que nous avions. Le texte est donc revenu à la CRE. Il est sur le bureau de la CRE et elle nous a indiqué qu'a priori, voilà, ça devait sortir rapidement. On espère vraiment que ça va l'être. Sur les appels d'offres, par contre, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on revienne auprès d'eux, parce qu'on n'a pas d'éléments de précision effectivement très, très aboutis sur ce volet-là. Voilà, en tout cas, sur le 500 kW crête, j'espère qu'on va enfin arriver très vite au bout de ces 2 ans d'attente. Je le reprendrai dans ma brève synthèse, mais sur les appels d'offres creux, il me semble que l'insatisfaction que vous exprimez n'est pas tout à fait ressentie de la même manière du côté de la CRE et du côté des gens qui, à la CRE, traitent les dossiers d'outre-mer. Donc c'est un point à poursuivre avec eux, d'évidence. Et sur l'arrêté tarifaire, je pense qu'il y a normalement une délibération du collège qui doit être programmée. Il faut une réunion de collège, mais ça semble tout de même dans les bons tuyaux. Une question, une seule pour cette table ronde. Alors, qui veut la poser ? Ou alors la contrainte est telle qu'on passe à la table ronde suivante. Madame, vous êtes au milieu de l'amphi, donc c'est très logique. Parlez haut et fort. Ça ne fera pas de mal. Très rapidement, je voudrais juste savoir où en sommes-nous aujourd'hui, s'agissant justement du projet de Vieux Habitants, parce que j'ai eu le privilège d'assister à une réunion en 2019 qui a fait l'objet d'un procès-verbal qui date de septembre 2019 et où là-dessus, il y avait des réserves, notamment du BRGM. Est-ce qu'on peut me donner aujourd'hui un état d'avancement de cette appréciation? Bien sûr, c'est un dossier qui a été voté, puisque nous étions, ceux qui étaient contre étaient minoritaires. Mais par contre, ça n'exclut pas le fait que nous soyons en mesure de demander est-ce qu'il y a une avancée sur les études. Je vous remercie. Ça va être compliqué pour moi de répondre, parce que Vieux Habitants, c'est pas moi. C'est pas toi non plus. Oui, c'est la géothermie. On va passer. Donc maintenant, on sait quel groupe est associé. C'est pas un secret, ça a été dit. Sur le PER, donc il est en phase de renouvellement. Il s'appellera PER Sud Carrequera. Il y a toujours
cette problématique, puisqu'on est au pied de la soufrière. Donc il y a déjà une étude d'impact qui a été lancée, qui va être mise en tierce expertise, et en fonction, je dirais, des garanties qu'on pourra apporter dans le cadre des forages exploratoires, ben, nous dirons oui, nous dirons non, mais voilà, on est exactement. Monsieur s'étant emparé du micro, allez-y. Mais ensuite, il faut vraiment qu'on passe à la table ronde suivante. Allez-y. Il faut allumer le micro et le manger. Emmanuel Sainte-Rosemary, si ça fonctionne. Vous m'entendez? Allez-y. Monsieur, vous pouvez. Merci, allez-y. Bonjour à tous, Emmanuel Sainte-Rosemary, jeunes agriculteurs. Je voulais réagir par rapport à la table ronde. Alors, en étant très optimiste, même si on arrive à la neutralité carbone, on ne règle pas le problème du dérèglement climatique. Quel que soit le mix énergétique utilisé, le problème c'est que nous sommes en train de détruire des espaces naturels qui stabilisent le climat en transformant l'énergie lumineuse en biomasse. La destruction des espaces naturels a pour conséquence une plus grande quantité d'énergie qui arrive au sol, ce qui détruit la biodiversité et fait augmenter la température de la biosphère. L'objectif zéro artificialisation nette est fixé pour 2050. Ce sera néanmoins le cadet de nos soucis, tant l'impact du dérèglement climatique pèsera sur la capacité de nos productions, de nos systèmes agricoles. J'aimerais savoir, dans un contexte de décroissance de production de pétrole, sachant que la production de panneaux solaires et le recyclage des batteries est lié à l'énergie fossile, comment comptez-vous régler ce problème d'ici 2050 ? Alors, la question est vaste. D'abord, merci pour votre contribution. Je pense qu'on peut ne pas être d'accord avec certaines des affirmations que vous avez exprimées, mais la question est dans son ensemble intéressante. Laurent. C'est une excellente question et je pense que la plupart des personnes qui sont présentes dans cette salle ont bien conscience qu'il y a une certaine inertie qui va faire que même si on mettait des panneaux solaires ou des éoliennes ou tout ce qu'on voudrait, la solution elle ne se réglera pas aussi facilement. Concernant la destruction des espaces naturels, alors je pense que là, clairement aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est envisager une centrale solaire en plein milieu du parc national ou en plein milieu d'un terrain agricole ou une zone naturelle. Les services de l'État veillent à ce qu'on n'obtienne pas un permis de construire n'importe comment. Donc ça déjà, ça n'existe plus, ça c'est sûr. Concernant après le recyclage, bien entendu, comme il y a un déploiement de ces énergies, c'est une filière qui se crée également. Bien entendu, si on n'a pas la filière de développement, le recyclage n'existe pas. Donc les deux sont liés. Et aujourd'hui, de la même manière qu'on a de l'éco-participation quand vous achetez une télé dans un magasin d'électroménager, l'acheteur du panneau solaire a exactement la même chose, c'est-à-dire une espèce d'éco-participation qui finance ce circuit de recyclage. On retrouve de plus en plus d'usines qui sont créées à cette destination-là. Et ça fonctionne exactement pareil pour les batteries. Si on pouvait juste résumer, de toute façon, et je ne sais plus qui c'est qui le disait, mais tout le monde est bien d'accord avec ça, je crois que c'était même le directeur d'EDF, le meilleur kilowattheure, de toute façon, ça sera celui qui ne sera pas consommé et donc pas produit, dans tous les cas. Maintenant, en attendant, l'idée, ça sera quand même de ne pas revenir à des niveaux d'une autre époque, d'un autre âge, et donc on doit faire avec tout ça. C'est un ensemble, ce sont plusieurs écosystèmes qui vont devoir s'imbriquer l'un dans l'autre. Et je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup d'acteurs, du privé, du public, des porteurs de projets, des développeurs, des administrations qui sont bien conscientes qu'il faut faire travailler tout le monde ensemble. Et on a bon espoir que ça fonctionne. Ensuite, je suis pas sûr que la captation de l'énergie du soleil augmente la production d'énergie du soleil. Non, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que, comme on est à l'université, justement, c'est qu'on va avoir une montée en puissance, en effet, du photovoltaïque et de la batterie, et c'est de créer ici, justement, sur le territoire, des filières de recyclage. Et là, il y a de la formation, il y a en effet un potentiel important. Et je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être saisi entre la région et l'académie. Ça, c'est parfait, parce que la formation, c'est la table ronde suivante. Ah bon. Monsieur qui s'est emparé du micro, et ensuite on passe vraiment à la table ronde suivante. Je ne me suis pas emparé du micro, je l'ai demandé à Laurent. Donc,
Et Laurent, Oui, je suis Laurent a tort, vous l'a donné. membre Mais de la allez-y. FEDOM, pour vous le rappeler, Allez-y. cher président. Donc moi je reviendrai sur des questions un peu plus terre à terre, qui concernent l'éligibilité des panneaux photovoltaïques à l'aide fiscale à l'investissement. Puisque aujourd'hui nous ne pouvons financer en aide fiscale que le parc de batterie, mais pas les panneaux, ce qui est une hérésie totale. Et j'aimerais savoir où en est la FEDOM dans ses actions de sensibilisation du gouvernement sur ce point extrêmement précis et très terre à terre, je le sais. Alors sur ce point précis, je vais passer la parole à Laurent en indiquant qu'il y a une distinction entre l'autoconsommation et ce qui n'est pas dans l'autoconsommation, mais Laurent va présenter tout cela. Et puis ce que j'ai dit tout à l'heure sur le raisonnement même de la CRE dans l'articulation des arrêtés tarifaires et de la défiscalisation. Laurent. Oui, effectivement, pour essayer d'être bref sur ce sujet, c'est un sujet qu'on porte dans le cadre d'une réforme que le gouvernement entend mener sur les régimes de défiscalisation outre-mer au prochain PLF, projet de loi de finances pour 2024 qui sera discuté à l'automne. Le gouvernement a mandaté l'inspection générale des finances pour réformer un certain nombre d'éléments sur ces régimes de défiscalisation. On est associé à ces échanges-là. On a rencontré avec le président de la FEDOM, le directeur général des finances publiques, la semaine dernière. On a évidemment évoqué la question de la réouverture de la défiscalisation pour les investissements réalisés en faveur de l'acquisition de panneaux photovoltaïques en autoconsommation, et uniquement en autoconsommation à ce stade. Donc voilà, je pense, on croit pouvoir dire qu'il y a une écoute favorable à ce stade de la part des interlocuteurs sur ce sujet. La question, c'est bien écrire les choses dans les textes, envisager quelques garde-fous. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici sur ce volet-là, mais voilà, on est en discussion avec Bercy sur ces sujets-là et on espère obtenir un certain nombre de résultats assez vite avant les discussions sur la loi de finances de fin d'année. Voilà. Et globalement, il y a la question sur laquelle il y a eu un peu de flottement de la part de la CRE dans nos questionnements sur la définition des arrêtés tarifaires sur la base d'aides fiscales qui sont ou non ouvertes en fait et sur lesquelles la compréhension de la CRE avait l'air un peu incertaine.